Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la cérémonie de remise du prix UNESCO Guinée équatoriale a lieu ce lundi. Les 3 lauréats sélectionnés par un jury international seront récompensés pour leurs projets et travaux en sciences de la vie. Les casques bleus des Nations Unies sont déployés à partir de ce lundi en Centrafrique et devront poursuivre la mission de la force africaine, à savoir la protection des civils et la pacification du pays. Et le réseau somalien Autonomie et Handicap a lancé un appel pour l'arrêt des combats, à l'occasion également d'attirer l'attention sur les difficultés que rencontrent les personnes handicapées en période de conflit armé. La cérémonie de remise du prix UNESCO Guinée équatoriale aura donc lieu ce lundi. Ce prix récompense des projets et des activités en sciences de la vie. 3 lauréats ont été sélectionnés par un jury international. Pour rappel, ce prix, qui en est à sa seconde édition, vise à encourager la recherche scientifique et le développement de centres d'excellence dans ce domaine. Un reportage de notre correspondant Serge Kofi. C'est parti pour la 2e édition du prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie. Tous les regards sont tournés ce lundi 15 septembre vers Sipopo en Guinée équatoriale, où sera décerné aux personnes ou institutions qui ont contribué à l'amélioration de la qualité de vie des êtres humains pendant ces 2 dernières années. Et je vous dis que ce prix est instauré, aidé par le président de la République de Guinée équatoriale quand il a participé à la conférence générale de l'UNESCO en 2007. Il a eu l'idée de proposer ce prix afin de contribuer à la recherche en sciences de la vie. Il y a un grand panel qui a été dessiné afin de parler en fait de ces grands thèmes, l'Ebola, le sida et même la médecine tropicale. Donc ça veut dire que c'est très important pour la communauté scientifique et surtout pour l'Afrique qui en souffre beaucoup plus. Pour cette 2e édition, des débats auront lieu dans le cadre de cette remise de prix en rapport avec 2 maladies contagieuses qui font des milliers de victimes sur le continent africain. Avec le cas d'Ebola que nous avons aujourd'hui, je pense qu'on peut voir que le président Obiang a été un visionnaire. Et franchement, ça serait bien que pas seulement les pays africains, mais la communauté internationale continue à investir dans le domaine scientifique pour éviter le problème de HIV-Sida, Ebola et d'autres maladies qui peuvent surgir dans la communauté internationale. Cette année, on compte parmi les lauréats l'Institut de médecine tropicale Alexander von Humboldt de l'Université Cayetano Heredia au Pérou. Le professeur iranien Hossein Behavand, spécialisé dans la recherche sur les cellules souches embryonnaires et humaines, et l'universitaire et chercheur burkinabé le Dr André Botiono, expert en chimie des sols et en gestion des ressources naturelles. Initié en 2012, le prix UNESCO Guinée équatoriale a été tout d'abord objet de controverses. Certains pays membres de l'UNESCO et des ONG affirmaient à l'époque que le prix ne cadrait pas avec les valeurs de l'institution. Aujourd'hui, c'est un prix qui fait l'unanimité et devient une tradition dans la communauté scientifique. Et sachez que vous pourrez suivre ce lundi cette cérémonie de remise du prix UNESCO Guinée équatoriale en direct sur Africa 24. Au Libéria, les services de la présidence ont publié ce dimanche la liste des 10 hauts responsables limogés pour avoir désobéi à l'injonction de rentrer au pays pour participer à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. La présidente Ellen Johnson Sirleaf leur reproche d'avoir fait preuve d'insensibilité face à cette tragédie nationale. Depuis le 6 août dernier, l'état d'urgence est décrété au Libéria, devenu pays le plus touché par le virus. En Centrafrique, les soldats de la force africaine vont passer le témoin ce lundi à la mission des Nations Unies. À terme, ce sont 12 000 casques bleus qui seront déployés avec un mandat fixé jusqu'en avril 2015. Un transfert de responsabilité qui a pour objectif d'accélérer le rétablissement de la paix dans le pays. Anan Faro. La Centrafrique cherche toujours la clé de sa stabilité. Conséquence de son histoire mouvementée, le pays a connu plus d'une dizaine d'interventions militaires internationales sur son sol. Dernière en date, la MISCA, pour Mission internationale de soutien à la Centrafrique. Une mission conduite sous la houlette de l'Union africaine depuis décembre 2013. Ce lundi 15 septembre, la MINUSCA vient prendre le relais. La mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies comptera 12 000 hommes sur le terrain. Donc ces hommes vont venir avec un peu plus d'aide humanitaire. Donc il y a eu des requêtes selon lesquelles ces forces soient visibles par les populations, notamment pour les rassurer et pour essayer d'éviter d'éventuels sursauts de conflit. C'est un processus qui prendra du temps, mais cette aide est quand même indispensable dans cette démarche-là.
La MINUSCA se donne plusieurs missions, protéger les populations et les droits de l'homme, désarmer les ex-combattants et soutenir la transition politique. Un passage fragile reflété par la polémique suscitée par la nomination à la primature de Mahamat Kamoun par la présidente de transition Catherine Samba Panza. Je pense que Mme Panza, en nommant ce Premier ministre, a voulu aller dans sa politique de consensus d'unité nationale. Donc il y a un effort de réconciliation qui est fait. Il faut rappeler que le Premier ministre actuel est de confession musulmane, dans un pays quand même majoritairement chrétien, environ 80% de la population. Et il faut rappeler que le conflit était un conflit religieux chrétien-musulman. Donc là, on est dans une phase de réconciliation nationale. La transition actuelle devait s'achever en février 2015 avec l'organisation d'élections présidentielles et législatives. Mais début septembre, l'autorité nationale des élections a fait savoir que ce délai était peu envisageable. Dans l'actualité également, des députés du parti au pouvoir au Burkina Faso et de la majorité présidentielle ont appelé samedi le président Blaise Compaoré à convoquer un référendum pour réviser la Constitution, ce qui permettrait au chef de l'État de se présenter à la présidentielle de 2015. Pour rappel, pouvoir et opposition s'affrontent sur une modification de l'article 37 qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. En Algérie, le ministre de la Communication, Hamid Green, a annoncé un plan de modernisation de la presse écrite, avec notamment la promulgation de plusieurs projets de loi relatifs à la publicité. Il a également insisté sur la formation continue des journalistes, des annonces accueillies avec des réserves par la profession, comme nous l'explique Faisal Metaoui, rédacteur en chef de El Watan. Vous savez, l'annonce du ministre de la Communication a été accueillie avec beaucoup de questionnements. Mais les organes de presse écrite ne dépendent pas du ministère de la Communication. Ils ne sont pas sous tutelle du ministère de la Communication, mis à part les journaux gouvernementaux. La plupart des journaux en Algérie, en arabe ou en français, sont des organes donc indépendants. La question de la modernisation, elle est vraie, elle se pose sur le plan technologique, sur le plan des moyens, mais est-ce que l'État est prêt à donner beaucoup de moyens à des journaux privés? Je ne le crois pas. Donc la modernisation peut-être se fera autrement, parce qu'en Algérie, nous sommes en quête d'un statut de journaliste qui n'a pas encore vu le jour. Nous sommes en quête d'une loi sur l'ouverture de l'audiovisuel qui a été adoptée par le Parlement mais qui reste muette en l'absence de texte d'exécution. Et nous sommes atteints également de libération réelle des ondes, parce qu'il ne s'agit pas aussi de reproduire des chaînes de télévision qui vont ressembler à la télévision gouvernementale. Donc s'il faut moderniser, c'est d'abord libérer les ondes, c'est-à-dire avoir des radios libres, avoir des télévisions totalement libres et avoir aussi une presse écrite qui soit adaptée à ce qui se passe dans le monde, en plus bien entendu de la presse électronique. En Somalie, la situation sécuritaire s'améliore progressivement, mais reste toujours critique. En cause la menace terroriste des combattants d'Al-Shabaab. Et parmi les Somaliens, certaines catégories de la population sont particulièrement vulnérables face au conflit armé. C'est le cas notamment des personnes handicapées. Anan Faro. Alors que leur pays est en proie à la menace quasi quotidienne du groupe terroriste Al-Shabaab, des Somaliens atteints d'un handicap se sont réunis à Mogadiscio pour lancer un appel visant à mettre fin au conflit armé. Un appel en faveur de la paix. Je suis très heureuse de voir que les personnes handicapées peuvent se réunir pour célébrer la paix. Cela m'encourage aussi. Je pense que les personnes handicapées ne sont pas seulement diminuées, elles peuvent faire un travail sur elles-mêmes pour se donner les moyens d'être autonomes. La majorité des participants à cet événement pour la paix sont des mutilés de guerre. Ils témoignent ici de l'importance de la paix dans leur vie. Les personnes handicapées sont plus vulnérables sans la paix. Elles sont stigmatisées dans ce pays et sont victimes de discrimination. Les handicapés ne peuvent généralement pas vivre sans la paix, car ils ne peuvent pas être autonomes face à l'explosion de violence. Ils ne peuvent pas courir quand les roquettes tombent. Ils ne peuvent pas tout faire comme les autres. La promotion des droits des personnes handicapées est l'un des fers de lance du réseau somalien Autonomie Handicap. Selon l'organisation, à Mogadiscio, 30 000 personnes vivent avec un handicap. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight.